Un télégramme secret brandissant les deux chiffres 5 et 6 milliards fait basculer en quelques minutes la position d'un pays sommé de choisir entre céder son or ou défendre sa souveraineté. Dans ce renversement brutal, la mécanique d'un simple ajustement de dette se mue en menace directe observée avec attention par les capitales occidentales. Mais que signifie réellement ce compte à rebours pour des millions de citoyens et pour Ibrahim Traoré, placé au centre d'un engrenage qu'il n'a pas déclenché? Une question demeure. Que se passe-t-il quand un État refuse un ordre présenté comme inévitable? Dans les heures qui suivent la fuite du télégramme, une certitude s'impose. L'ultimato de 48 heures n'est pas un simple épisode diplomatique, mais un test pesant où chaque décision peut modifier l'équilibre d'un système financier qui paraissait figé. La promesse de ce récit est claire. Suivre, pas à pas, la façon dont une note confidentielle devient le cœur d'une confrontation où le risque ne se mesure pas seulement en milliards, mais en capacité d'un État à préserver sa marge d'action. Le bénéfice pour le public est immédiat. Comprendre en une dizaine de mots comment lire les signaux qui transforment une dette en menace. Au fil des événements, un léger point d'accroche narratif se dessine. Si les acteurs internationaux perçoivent le Burkina Faso comme une variable à maîtriser, comment réagissent ceux qui, sur le terrain, en subissent les premiers contre-coups? Ingénieurs, ouvriers, responsables locaux et d'étudiants voient leur quotidien traversé par un mélange de prudence et de fierté, révélant l'épaisseur humaine derrière les décisions prises au sommet de l'État. Dans cette tension, la question des enjeux devient centrale. Qu'advient-il d'un pays lorsque chaque geste administratif ou technique peut devenir décisif? À 12 archives, un document classé secret défense, porteur d'une exigence oscillant entre 5 et 6 milliards, devient le point de bascule d'une crise que ni Washington ni Paris n'ont anticipée. En moins de quelques dizaines de minutes, cette note confidentielle cesse d'être un simple rappel financier pour devenir l'élément déclencheur d'un enchaînement où la temporalité même s'accélère. Ce moment de dévoilement éclaire une mécanique discrète. Un télégramme peut suffire à reconfigurer les priorités d'un État, ceux des chancelleries étrangères et la perception collective de la souveraineté. Ce déclenchement ne survient pas dans un vide. Depuis plusieurs mois, une cellule de géologues burkinabés, opérant dans la plus stricte discrétion avec l'appui d'experts étrangers, a identifié un gisement considérable dans le nord du pays. Lorsque les satellites français repèrent des anomalies d'activité, les alarmes diplomatiques se déclenchent. Les capitales occidentales, longtemps convaincues que le Burkina Faso resterait un acteur aligné, découvrent soudain un pays capable de modifier des équilibres considérés comme acquis. Ce glissement, imperceptible au départ, fait comprendre pourquoi l'ultimatum a pris une forme aussi abrupte. Dans cette scène, Ibrahim Traoré apparaît comme le nœud d'une tension qui le dépasse. Le télégramme, la menace explicite, l'absence quasi totale de marge de négociation, et derrière chaque formulation, une injonction implicite: céder ou s'isoler. L'ultimatum ne repose pas uniquement sur des chiffres. Il s'appuie sur la présomption que le pays n'osera pas contrarier un ordre établi. Ce point est essentiel pour saisir l'ampleur de la réaction intérieure, car simultanément, les signaux faibles se multiplient. Dans les cafés de Ouagadougou, les rumeurs circulent avant les premières dépêches officielles. Les marchés financiers de Londres réagissent avant même que les médias africains ne confirment l'existence du document. Les analystes du FMI évoquent un risque de choc monétaire. Dans les rues, l'attente se mêle à une fierté prudente. Un pays petit et enclavé pourrait, cette fois, bouleverser un schéma diplomatique vieux de plusieurs décennies. Ce cadre condensé constitue la matrice du conflit. Un télégramme, un gisement, des puissances inquiètes
et une souveraineté mise à l'épreuve. Dans les heures qui suivent la fuite du télégramme, la compréhension de la crise passe par celles et ceux qui en perçoivent les premiers effets. Un ingénieur en charge d'un site minier raconte comment, dès l'aube, les machines ont été coupées après un message interne ordonnant la suspension temporaire des extractions. Le geste paraît technique, presque banal, mais il signale une inflexion majeure. Le pays verrouille ses points névralgiques pour éviter que la moindre donnée ou la moindre cargaison ne devienne un levier extérieur. Cette décision, frappante dans son immédiateté, révèle la vulnérabilité silencieuse d'un secteur qui constitue le cœur économique national. Un responsable administratif du ministère des Mines, lui, décrit une autre scène. Quelques minutes après avoir observé une hausse inhabituelle des requêtes étrangères sur les bases de données, il reçoit l'ordre formel de restreindre les connexions, d'isoler les serveurs et de couper les accès distants. Derrière ce protocole, une inquiétude évidente: empêcher toute tentative d'ingérence numérique alors que les négociations politiques n'ont même pas commencé. La précision de ces mesures montre que la réponse ne se limite pas à une question de dette, mais concerne la protection d'infrastructures dont la maîtrise conditionne l'autonomie du pays. Ces deux récits forment un fil conducteur utile. Ils exposent la translation rapide d'un ultimatum abstrait vers une réalité tangible où chaque acteur, du technicien au cadre administratif, porte une part de la charge. Ils montrent surtout comment la tension diplomatique se transforme en une chaîne d'action concrète, visible pour ceux qui travaillent au plus près des sites concernés. Pour le public, la question implicite devient limpide. Lorsque les gestes les plus ordinaires doivent soudain protéger une souveraineté fragile, que peut encore basculer? Au lendemain du télégramme, tout bascule. Avant, le pays avançait dans une relative stabilité administrative. Après, chaque minute devient un signal stratégique. Ce déplacement soudain inaugure la phase d'activation, celle où un ultimatum de 48 heures cesse d'être un texte lointain pour se transformer en moteur d'action. À 6 heures du matin, les techniciens du ministère des Mines remarquent une hausse inhabituelle des requêtes étrangères. 30 minutes plus tard, les connexions sont restreintes. Une heure encore, et l'ordre tombe: isoler les serveurs, couper les accès distants, verrouiller les registres d'exportation. Le protocole se déploie sans un mot de trop. Ce qui était veille d'alerte devient prise de position. La montée vers le haut du cycle de tension est rapide. À 8h30, un second message confidentiel circule parmi les hauts responsables. Le ton est diplomatique, mais la pression est explicite. Plusieurs États exigent des clarifications immédiates sur la situation minière. À 9 heures, l'armée reçoit l'ordre de sécuriser les routes menant au site où le gisement récemment identifié pourrait se trouver. Des barrages se mettent en place en silence. Les files de véhicules ralentissent, les patrouilles s'épaississent et les premiers observateurs comprennent que le pays est entré dans une phase où chaque décision possède une portée qui dépasse les frontières. À midi, le point de cœur dramatique se produit. Les forces spéciales, une unité discrètement formée au cours des derniers mois, sont envoyées protéger plusieurs installations minières. Aucun insigne ne s'affiche, aucune explication officielle ne circule. Il n'y a qu'une consigne: empêcher toute ingérence extérieure. C'est ici que l'empreinte stratégique d'Ibrahim Traoré apparaît avec netteté. En installant une protection stricte autour des sites les plus sensibles, le pays ne réagit plus seulement à la menace, il redessine le terrain de confrontation. Cette inversion de dynamique transforme un ultimatum financier en enjeu physique, territorial, presque existentiel. Dans les rues de Ouagadougou, la séquence est ressentie autrement. Les radios communautaires relaient les premières analyses. Les commerçants discutent des prix susceptibles de changer. Les chauffeurs de taxi commentent les réactions internationales. La population navigue entre inquiétude et fierté prudente. Beaucoup,
sentent que quelque chose dépasse leur quotidien, comme si le pays franchissait un seuil qu'ils n'avaient jamais osé atteindre. Cette rumeur lente, presque souterraine, constitue la première expression de la débâcle symbolique à laquelle les pressions extérieures ne s'attendaient pas. Le retour de vague, la phase de Duchamp, se révèle au fil des heures suivantes. Les chancelleries à Paris et Washington déclenchent des réunions d'urgence. Les analystes financiers évaluent les risques d'un effet domino dans le Sahel. Les institutions internationales révisent leurs hypothèses de stabilité régionale. Ce qui devait rester une friction bilatérale devient un signal que d'autres pays pourraient en suivre. Au même moment, une bascule silencieuse s'opère. La décision d'Ibrahim Traoré de ne pas céder commence à se diffuser, portée par les réseaux, les médias locaux, les conversations de rue et les premières prises de position régionales. Le pays est entré dans une confrontation nouvelle, ouverte, dont personne ne maîtrise encore l'issue. La point de référence est claire. Avant la crise, la production annuelle d'or avoisinait les 80 tonnes. Ce volume représentait une part décisive du PIB, ce qui explique la brutalité du télégramme exigeant le règlement immédiat d'une dette massive. Ce chiffre de référence sert de socle à toute lecture économique. Il est essentiel de comprendre que ces 80 tonnes formaient l'ossature d'un modèle dépendant d'acteurs extérieurs. Cette proportion rendait le pays vulnérable à toute pression visant à exploiter la moindre faille structurelle. Le écart se manifeste brutalement lorsque les opérations sont reconfigurées. La production recule de 18% après les premières mesures de nationalisation. Cette baisse, souvent brandie comme un signe d'effondrement, reflète surtout la phase de transition nécessaire pour sécuriser les sites et réorganiser les équipes. Ce repli momentané indique le coût logistique d'une reprise en main stratégique. Il ne s'agit pas d'une rupture systémique, mais du temps incompressible requis pour aligner chaque maillon sur des directives internes. Cette contraction révèle l'ampleur des ajustements opérationnels engagés par l'État. Le troisième repère chiffré concerne la trajectoire monétaire. Avant la rupture, les flux nets tournaient autour de 2 milliards, puis atteignent 2,4 milliards 6 mois plus tard. Ce changement modeste mais réel illustre le repositionnement financier malgré un environnement hostile. Ce écart montre comment la redirection des transactions vers un système reposant sur le yuan numérique et le BF Coin amortit une partie du choc. Cette évolution prouve qu'un modèle pivot peut réduire la dépendance structurelle sans rompre brutalement l'équilibre interne. Elle éclaire la logique d'un pays cherchant à diversifier ses instruments de souveraineté. Ces trois blocs de données forment l'armature du débat. Ils ne décrivent ni une victoire écrasante ni une défaite programmée. Ils exposent une transformation progressive où les choix stratégiques d'Ibrahim Traoré produisent des effets tangibles, parfois fragiles, mais mesurables. Les, les chiffres ne racontent pas une illusion. Ils dévoilent la matérialité d'un repositionnement dont les conséquences s'étirent bien au-delà du secteur minier. L'interprétation de ces résultats dépend des observateurs. Certains y voient un signe d'essoufflement, pointant les coûts logistiques, les difficultés d'importation et les risques d'isolement. D'autres perçoivent un tournant décisif, la disparition des commissions étrangères, la stabilisation des flux internes et l'essor relatif des revenus domestiques. Entre les deux lectures, une réalité s'impose. Le pays absorbe le choc initial sans imploser, soutenu par un système bancaire qui demeure fonctionnel malgré les pressions. Au fond, ces données constituent un message discret mais déterminant. La rupture n'a pas entraîné l'effondrement annoncé. Elle a ouvert une période d'ajustement serré où chaque pourcentage, chaque tonne et chaque milliard devient une pièce d'un équilibre nouveau. Elle montre surtout que la souveraineté économique n'est pas un slogan, mais une série de variations concrètes, parfois douloureuses, qui réorganisent silencieusement la trajectoire d'un État décidé à tenir sa ligne.
Deux lectures opposées s'affrontent dès que les premiers effets de la rupture deviennent visibles. La première, portée par plusieurs analystes financiers occidentaux, soutient que le Burkina Faso s'engage dans une voie dangereuse. Selon cette ligne, l'isolement diplomatique risque d'affaiblir les capacités d'importation, de ralentir la modernisation industrielle et d'accroître la vulnérabilité énergétique. Les observateurs citent la baisse des réserves de change et les tensions logistiques pour illustrer une trajectoire susceptible d'entraîner une contraction durable. Pour eux, la décision de résister à l'ultimatum ne peut produire qu'un affaiblissement progressif des structures économiques. Face à cette vision, une seconde lecture, relayée par des économistes africains, défend une dynamique inverse. Dans cette grille d'analyse, les ralentissements, les retards d'importation ou les tensions sur l'énergie ne sont pas les signes d'un effondrement, mais les cicatrices nécessaires d'une transition. Ces voix rappellent que pendant des décennies, une part considérable de la valeur produite quittait le continent avant de profiter réellement aux populations locales. Elles soulignent que la disparition des commissions étrangères, l'augmentation rapide des revenus internes et la stabilité persistante du système bancaire constituent les premiers marqueurs d'une réappropriation stratégique. Le pays, selon eux, ne s'effondre pas, il se redéfinit. La réponse la plus solide s'établit entre ces deux pôles en s'appuyant sur les données disponibles. Oui, le pays traverse une période difficile. Les chaînes d'approvisionnement ralentissent, les coûts énergétiques augmentent et l'incertitude demeure. Mais les chiffres montrent également une résilience inattendue, une production d'or en transition maîtrisée, des revenus domestiques renforcés et une redirection monétaire qui réduit la dépendance au dollar. Ces éléments confirment que les tensions actuelles s'inscrivent dans une transformation profonde plutôt qu'une dérive incontrôlée. Ils montrent surtout que les premières semaines n'ont pas débouché sur l'effondrement prévu, mais sur un repositionnement complexe où chaque acteur, institution, mine, population, ajuste sa place dans un système en recomposition. Un pivot silencieux apparaît. Ce moment marque le véritable point central du récit. Ce n'est plus un pays isolé qui affronte un ultimatum, mais un nœud régional qui commence à se resserrer autour du Burkina Faso. Dans les échanges diplomatiques discrets, plusieurs États du Sahel alignent soudain leur position. Le Niger propose un soutien logistique. Le Mali dépêche des conseillers militaires. La Guinée offre une aide aérienne ciblée. Ces gestes, modestes en apparence, brisent l'idée que la pression extérieure ne rencontrerait aucune résistance collective. Parallèlement, l'image d'Ibrahim Traoré se transforme sur les réseaux panafricains. Elle cesse d'être strictement nationale pour devenir un point de référence dans les débats sur la souveraineté. Non pas un symbole unanimement célébré, mais une figure qui cristallise les interrogations sur la capacité d'un État à redéfinir ses rapports économiques avec les puissances dominantes. Le regard régional s'élargit, révélant que l'ultimatum financier a déclenché bien plus qu'une tension bilatérale. Ce glissement produit un effet précis. La crise, pensée comme maîtrisable, échappe aux prévisions initiales. Les capitales occidentales ne font plus face à un interlocuteur unique, mais à une dynamique collective, diffuse, imprévisible. C'est là que se joue la bascule stratégique du récit. Les conséquences du refus s'observent d'abord chez les ménages, où l'effet le plus immédiat provient du ralentissement des chaînes d'approvisionnement. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou et dans les petites villes du Nord, certains produits importés deviennent plus coûteux, d'autres plus rares. Toutefois, des radios communautaires multiplient les émissions explicatives et des groupes locaux développent des initiatives pour renforcer l'autonomie alimentaire. Cette réaction collective illustre un point central.
Face aux pressions extérieures, les familles ne se replient pas, elles s'ajustent. Pour les entreprises, la transformation se manifeste autrement. Les mines, autrefois dirigées par des firmes étrangères, voient apparaître de nouvelles équipes de gestion, tandis que des sociétés d'ingénierie locales obtiennent pour la première fois des contrats liés à la sécurisation ou à la maintenance technique. Les investissements se déplacent vers des infrastructures publiques, créant un espace où l'expertise nationale gagne en visibilité. Cependant, ces avancées s'accompagnent de défis, notamment le coût énergétique plus élevé et la lenteur persistante des importations. Les acteurs du secteur privé évoluent donc dans une tension constante entre opportunités et contraintes. Du côté de l'État, l'impact se lit dans la restructuration des dispositifs institutionnels, le verrouillage numérique des données minières, la sécurisation des routes stratégiques et la nationalisation progressive des opérations redéfinissent l'architecture administrative. Les revenus internes accrus permettent d'orienter davantage de ressources vers l'agriculture, les infrastructures et la défense. Des rapports internes signalent que la stabilité bancaire défie les prévisions d'effondrement annoncées. Dans ce mouvement, la posture d'Ibrahim Traoré devient le fil conducteur d'un recentrage de la gouvernance autour de la souveraineté opérationnelle. Enfin, au niveau régional, les répercussions prennent une forme inattendue. Le Mali, le Niger et la Guinée, longtemps prudents, renforcent leur coopération avec le Burkina Faso, parfois par des gestes logistiques, parfois par des soutiens militaires ou techniques. Des discussions émergent autour d'un marché commun de l'or, d'échanges accrus de matières premières et de projets énergétiques partagés. Ce repositionnement stratégique recompose la géographie du Sahel, révélant une dynamique de solidarité où plusieurs États envisagent de réduire leur dépendance à des structures financières dominantes. La figure d'Ibrahim Traoré, au centre de ces rapprochements, devient un repère pour les pays cherchant à défendre leur marge d'action. Ces quatre blocs montrent que les effets du refus dépassent largement le cadre économique strict. Ils dessinent une transformation multiscalaire du foyer à la région, qui confirme que l'ultimatum n'a pas produit l'effondrement attendu, mais une reconfiguration dont la profondeur continue de surprendre les observateurs extérieurs. Sur les 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune reposant sur les données déjà observées et sur les dynamiques enclenchées depuis la rupture avec les puissances extérieures. La première, considérée comme le scénario de base, s'appuie sur la continuité des tendances actuelles. Les revenus miniers, renforcés par la disparition des commissions étrangères, continueraient d'alimenter les investissements internes, tandis que la transition monéraire vers un usage combiné du yuan numérique et du BF coin progresserait lentement. Si les importations demeurent ralenties, alors la réorientation de fonds vers l'agriculture et l'énergie pourrait compenser une partie des tensions logistiques. Dans cette configuration, l'économie resterait fragile mais stable. La région maintiendrait une coopération prudente mais réelle. Le scénario optimiste suppose une consolidation de la solidarité régionale. Si les coordinations actuelles entre le Mali, le Niger et la Guinée se transforment en partenariats structurés, alors une plateforme commune autour de l'or, de l'énergie et de la sécurité pourrait émerger. Cette dynamique offrirait une marge d'action supplémentaire, permettant au pays de moderniser progressivement ses capacités industrielles grâce à des accords avec des partenaires non occidentaux. L'essor de petites entreprises locales, déjà perceptibles, pourrait s'accélérer sous l'effet de subventions mieux ciblées et de la disponibilité accrue des revenus domestiques. Dans cette voie, le Burkina Faso deviendrait un pôle régional émergent, capable d'influencer des modèles plus larges de souveraineté économique en Afrique de l'Ouest.
Le scénario pessimiste reste toutefois possible. Si les sanctions se renforcent et si les flux financiers se contractent brusquement, alors la liquidité intérieure pourrait être touchée, fragilisant la capacité du pays à maintenir un approvisionnement régulier en biens essentiels. Si le BF coin peine à être reconnu dans les transactions internationales, alors les coûts énergétiques pourraient augmenter davantage, affectant la production minière déjà en transition. Dans ce contexte, les tensions sociales risqueraient de s'intensifier et l'État serait contraint de recentrer ses ressources sur la gestion de crise. Face à ces chemins divergents, une recommandation de méthode s'impose: adopter un cadre d'analyse où chaque décision est évaluée selon sa capacité à préserver la cohésion interne. Dans un environnement mouvant, la stabilité dépendra moins des prévisions que de la vigilance continue avec laquelle les acteurs publics, privés et communautaires ajusteront leurs marges de manœuvre. Les répercussions de la crise touchent trois groupes dont la perception éclaire la profondeur du moment. Pour les jeunes urbains, l'ultimatum agit comme un révélateur politique. Dans les universités comme dans les centres culturels, les débats se multiplient autour de la souveraineté, de la redistribution des richesses et de la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Cette génération voit surgir une occasion rare: observer un État qui tente d'affirmer ses choix malgré un rapport de force défavorable. Elle interroge les limites du système existant, tout en cherchant les leviers d'une participation plus active. Les travailleurs des secteurs essentiels, eux, vivent la transition dans leur quotidien immédiat. Les fluctuations des prix, les retards d'importation ou les réorganisations minières modifient leur rythme de vie. Pourtant, une résilience prudente s'affirme. Les radios locales relaient des messages de cohésion, les investissements publics apparaissent dans certains chantiers et les communautés testent de nouvelles formes d'entraide. Leur principale attente reste la stabilité, mais ils perçoivent aussi l'importance du moment et la nécessité de comprendre chaque décision qui redessine le cadre économique. La diaspora, dispersée entre l'Europe, les Amériques et d'autres pays africains, observe la situation avec une intensité particulière. Pour ses membres, cette crise dépasse le seul Burkina Faso. Elle touche à une question identitaire plus large. Certains y voient un signal d'espoir, d'autres un pari risqué, mais tous reconnaissent que ce moment crée un précédent capable d'influencer d'autres États du continent. Leur regard met en lumière un enjeu fondamental: la capacité d'un pays africain à redéfinir sa place dans un système mondial perçu comme figé. Pour accompagner ces publics dans l'analyse, deux pistes s'imposent: suivre les données plutôt que les impressions et replacer chaque événement dans sa chaîne de cause et d'effet. Ces gestes simples renforcent la compréhension d'une crise qui dépasse l'actualité immédiate. Construire une stabilité durable exige une méthode structurée, capable de transformer un acte de résistance en stratégie opérationnelle. Dans cette dynamique, plusieurs étapes se dessinent à partir des décisions déjà annoncées ou évoquées par les responsables nationaux. La première consiste à sécuriser les ressources critiques. Les équipes techniques verrouillent les données minières, tandis que les forces spéciales renforcent la protection des sites stratégiques. Cette phase, soutenue par l'impulsion d'Ibrahim Traoré, se mesure à la capacité du pays à empêcher toute intrusion extérieure et à préserver l'intégrité des chaînes d'exploitation. La deuxième étape vise à stabiliser l'économie interne. Les revenus domestiques, renforcés par la disparition des commissions étrangères, sont dirigés vers l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. L'objectif est clair: réduire les dépendances qui fragilisent l'État et créer des emplois localisés. L'efficacité de cette phase se jauge par l'évolution des prix, la fiabilité de l'approvisionnement interne et la rapidité à laquelle les projets publics avancent. La troisième étape consiste à reconfigurer le paysage énergétique. Le projet Sahel Power,
encore en déploiement, ouvre la voie à une diversification fondée sur des ressources solaires et géothermiques. Cette transition se mesure à la réduction progressive des importations coûteuses et à la stabilité de l'approvisionnement électrique dans les zones prioritaires. La quatrième étape repose sur l'intégration régionale. Les coopérations renforcées avec le Mali, le Niger et la Guinée constituent un axe structurant. Si ce socle se consolide, alors le pays pourra mutualiser certaines infrastructures et harmoniser des normes économiques. Le succès se vérifiera à la fréquence des opérations conjointes et à la fluidité de la circulation des matières premières. Enfin, une cinquième étape concerne la justice sociale. La réforme éducative, l'autonomie communautaire et le contrôle accru des exploitations minières visent à garantir que la transition profite réellement à la population. La cohésion interne devient alors un indicateur décisif de longévité stratégique. Au cœur du récit, un souvenir persiste. Le silence lourd qui avait envahi les mines lorsque les machines s'étaient arrêtées, bien avant que la décision officielle ne soit annoncée. Ce silence, observé par des ouvriers anonymes, devient le fil secret qui relie les premiers instants de la crise aux transformations qui suivent. Il ne symbolise plus la peur, mais l'instant précis où un pays a retenu son souffle avant de choisir sa voie. Dans les rues de Ouagadougou, ce motif revient sous une autre forme, des graffitis sobres, parfois maladroits, qui rappellent que la dignité ne naît pas dans les discours, mais dans la persévérance quotidienne. Il ne présente pas une victoire éclatante, mais l'obstination d'un peuple décidé à ne pas renoncer à lui-même. À travers ces traces, la figure d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un mythe, mais comme le reflet d'un choix collectif, partagé, fragile et pourtant assumé. Dans l'ensemble du pays, une phrase circule, murmurée comme un rappel: la dignité n'est jamais négociable. Elle résume l'esprit d'un moment où la souveraineté devient expérience vécue, non simple revendication. Au terme de cette traversée, une évidence s'impose. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement le cadre d'un ultimatum ou d'un télégramme secret. La crise révèle des failles, mais aussi une énergie collective qui se construit malgré les ruptures, comme si chaque foyer, chaque entreprise, chaque communauté cherchait une manière propre de tenir sa place dans un monde qui se recompose. Dans cette dynamique, la souveraineté cesse d'être un concept abstrait. Elle devient un espace partagé où les décisions d'un État rencontrent les attentes de celles et ceux qui en vivent les conséquences. Cette histoire n'impose aucune conclusion définitive. Elle ouvre plutôt un terrain de réflexion, un lieu où chacun peut interroger ce que signifie protéger ses ressources, consolider une économie plus juste ou défendre une identité collective. Les transformations en cours n'appartiennent pas aux institutions, elles reposent aussi sur la parole publique, sur la vigilance citoyenne, sur la capacité à écouter et à dialoguer sans céder à la précipitation. Alors, une question demeure, simple mais essentielle.